C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. D'abord, le sommaire. 30e conférence des partis sur le changement climatique, COP30, Félix Tshisekedi au Brésil, où se sont ouverts les travaux ce jeudi dans l'État de Belém. La République démocratique du Congo, pays solution, va faire entendre encore sa voix lors de ses assises de haute portée internationale. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vient d'introduire dès l'édition 2026 de l'examen d'État l'anglais parmi les épreuves orales au même titre que le français. L'autorité justifie cette décision par l'exigence de la compétitivité sur le plan international. Et puis en Afrique, au Cameroun, réélu pour un 8e mandat consécutif, Paul Biya a prêté serment ce jeudi. Le chef de l'État camerounais a promis la loyauté à son peuple. Voilà tout pour les principaux titres. Place à présent au développement, mesdames et messieurs. Bienvenue. La nouvelle ville de Belém au Brésil accueille la 30e conférence des partis COP30 sur le changement climatique. Au moins 143 pays, dont plus de 100 chefs d'État et de gouvernement, prennent part à ces assises. La République démocratique du Congo, leader incontournable dans ces discussions environnementales, grâce à sa biodiversité et à ses forêts, occupe une place majeure aux côtés du Brésil et de l'Indonésie. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Belém mercredi, au cœur de l'Amazonie. Il présentera la vision de la République démocratique du Congo en tant que pays solution face au réchauffement climatique lors de ce sommet prévu le 6 novembre prochain. Conversation nationale sur la gouvernance provinciale et locale visant la prévention de l'extrémisme violent. Les rideaux sont tombés ce jeudi 6 novembre 2025 à l'hôtel Memling de Kinshasa. Plusieurs résolutions ont sanctionné ces assises de 3 jours auxquelles ont pris part les gouverneurs de 11 provinces du pays. Trésor Kaneyi-Tombi-Ikoma pour le reportage. Pour ce 3e jour, marquant la fin des travaux, l'essentiel était d'annoncer les différentes résolutions issues des délibérations lors des conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale visant la prévention de l'extrémisme violent. Puis mettre en place des mécanismes locaux de résolution des conflits en institutionnalisant les comités de médiation multi-acteurs, notamment les chefs coutumiers, sociétés civiles, autorités locales, femmes et jeunes. Promouvoir le dialogue intercommunautaire en organisant régulièrement des forums interethniques et interconfessionnels pour la paix et la coexistence pacifique afin d'appuyer les dynamiques locales, les réconciliations et les initiatives de justice transitionnelle. Dans son mot de remerciement, Marcel Kanda, coordonnateur du CNREC, s'est dit satisfait pour la tenue de ces assises qui était un moment, selon lui, d'unité nationale. Ces journées intenses de travail ont été bien plus qu'un simple exercice technique. Elles ont été un moment d'unité nationale. Une démonstration que le Congo se reconstruit par la qualité de ses institutions, la force de ses valeurs et la détermination de son peuple. Le CNREC se réjouit d'avoir assumé aux côtés du PNUD son rôle d'assistance technique dans un esprit de partenariat exemplaire. Ensemble, nous avons accompagné un processus participatif et inclusif, riche en construction et en propositions concrètes. Les résultats de ces assises, clairs et partagés, serviront de socle à la formulation d'un programme national intégré de prévention contre l'extrémisme violent. Un programme à la hauteur des défis de notre pays. Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, s'est dit très édifié par les travaux qui se sont déroulés avec succès. En fait, c'était important de pouvoir identifier tout ce que nous avons comme forme d'extrémisme en termes de violence, particulièrement pour nous, la ville de Kinshasa. Nous avons été très édifiés parce que nous avons pu travailler à fond pour identifier tous nos phénomènes qui nous gangrènent, qui nous dérangent, une forme de violence qui sévit à Kinshasa, les braquages, la criminalité urbaine et particulièrement la situation du phénomène Kuluna.
Et alors, de ces échanges thématiques, nous pensons que ça va renforcer encore la gouvernance pour nous permettre d'avoir les résultats escomptés, c'est-à-dire offrir un havre de paix aux Kinois. Les participants venus de 11 provinces cibles ont désormais l'obligation de mettre en œuvre les résolutions issues de ces discussions parrainées par le gouvernement central avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Merci beaucoup. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté annonce l'introduction dès l'édition 2026 de l'examen d'État de l'épreuve orale d'anglais. C'est l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefou qui l'a fait savoir à travers une correspondance datée du 4 novembre 2025 adressée à tous les inspecteurs provinciaux du ressort de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de la République démocratique du Congo. Daniel Mouindaya. Cette décision s'inscrit dans la mise en application de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 qui vise à former des élites capables de contribuer à un développement harmonieux et durable du pays. Il est donc désormais établi que l'anglais fera partie des épreuves orales de l'examen d'État à partir de la session 2026 pour toutes les options de sciences humaines dans le but de renforcer les compétences linguistiques des finalistes et d'accroître leur compétitivité dans le monde scientifique et professionnel. D'après cette instruction, le jury d'anglais seront constitués sur le modèle de ceux de l'oral de français, avec la même pondération de points et la même période d'organisation. Les résultats de candidats seront consignés dans la formule E80 dont le modèle est annexé à l'instruction. Cette innovation pédagogique marque une avancée majeure dans la promotion de l'enseignement de langues vivantes en RDC. Elle traduit la volonté du ministre d'adapter les systèmes éducatifs nationaux aux exigences du monde moderne où la maîtrise de l'anglais dans le milieu professionnel à l'international s'impose comme un atout incontournable. Environnement, la ministre déléguée en charge de l'économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a échangé avec la chef de la délégation de Rainforest Foundation, Victoria Moriti. Les discussions ont tourné autour d'un rapport documentaire contenant des incohérences diffusées récemment sur les réseaux sociaux par cette structure abordant le crédit carbone, une matière pourtant sensible. Arlette Bahati-Tito a tenu à apporter des éclaircissements sur ce dossier. Suivez. Dans un monde où la lutte contre le changement climatique devient de plus en plus cruciale, la gestion de crédit carbone émerge comme un enjeu clé pour le développement durable. À Kinshasa, la ministre déléguée à l'environnement, Arlette Bahati-Tito, prend le rêne d'un débat essentiel en recevant une délégation de Rainforest Foundation, conduite par Madame Victoria Moretti. Était également présent à cette réunion Jean Moliba, président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du marché carbone. Au cœur des échanges, un rapport documentaire produit par Rainforest Foundation, récemment diffusé sur les réseaux sociaux. Celui-ci aborde la gestion du crédit carbone en RDC, une thématique sensible qui a suscité la réaction des autorités. Face aux inquiétudes soulevées, la ministre déléguée a apporté des clarifications et a annoncé l'organisation d'une mission officielle sur le terrain. Content de cette initiative que Madame la ministre vient de communiquer et je pense que voilà, nous voulons vraiment rester à côté et à continuer à accompagner le gouvernement, d'améliorer et soit de traiter ce qui est vraiment la situation sur le terrain et de continuer à améliorer l'industrie du marché carbone en RDC. On les avons invités officiellement pour qu'ils viennent un peu qu'on en parle, mais également essayer d'examiner tous les éléments qui sont contenus dans les rapports. Et nous estimons en tant que partenaires, dans les jours à venir, ils doivent nous communiquer officiellement, au lieu que ça passe par les réseaux sociaux. Et nous avons promis quand même de faire une mission sur terrain qui va être une mission mixte. Et à notre retour, nous allons faire un rapport dans un meilleur délai. Madame Victoria Moretti a salué l'ouverture et le pragmatisme de la ministre déléguée tout en réaffirmant l'engagement de sa fondation de travailler en synergie avec le gouvernement congolais pour l'amélioration de la gouvernance du marché de carbone en RDC.
La Ligue des femmes de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, a célébré lundi 3 novembre 2025 à Kinshasa les 15 ans d'existence du parti. Vêtues en robe noire, les femmes de l'AFDC ont signé leur soutien aux victimes de la guerre d'agression dans la partie est du pays. Elles ont aussi salué la détermination de l'initiateur du parti, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, d'implanter l'AFDC à travers le monde. Profitant de la circonstance, elles ont réitéré leur attachement à la loi Bahati qui lutte contre les violences domestiques. Suivez. À l'occasion du 15e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, la Ligue des femmes du parti a organisé un rassemblement au terrain Comète à Lingwala. Vêtues toutes de noir, signe de deuil pour les victimes de l'Est du pays. Elles ont réaffirmé un message fort. La RDC est une et indivisible. La présidente de la Ligue des femmes de la FDC, Claudine Doucy-Mouan Kembe, a salué la détermination de l'autorité morale du parti, Modeste Bahati Lukwebo, à faire asseoir la FDC sur l'ensemble du territoire national et à l'international depuis 2010, positionnant aujourd'hui le parti comme la deuxième force de la majorité présidentielle. Le secrétaire général du parti, Guy Richard Malonga, et le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, ont assisté à cette célébration qui était également une occasion pour la Ligue des femmes de réitérer son engagement à promouvoir la loi sur la lutte contre la violence domestique, initiative portée par le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. En guise de fidélité aux idéaux du parti, un bouquet de fleurs a été remis et un certificat à l'autorité morale. Nous avons préféré passer cette journée sous forme de méditation, mais surtout soutien à nos populations meurtries de l'Est par les M23, soutenus par le Rwanda. Nous réclamons l'application de la résolution 2773 et nous demandons à la communauté internationale ainsi qu'à la population congolaise et tous ceux-là qui peuvent le faire de nous accompagner dans cette démarche ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vaincrons et nous avons l'espoir. Pour honorer la mémoire des millions de victimes de l'Est du pays et soutenir les populations affectées, les mamans de l'FDC ont battu le pavé jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe d'action de grâce a été célébrée en présence de son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et des centaines de cadres, militants et sympathisants venus exprimer leur gratitude à Dieu pour tous les bienfaits réalisés en faveur de leur formation politique. L'officiant du jour, l'abbé Camille Lessika, a remercié les responsables de l'AFDC pour avoir voulu célébrer cet anniversaire autour d'une messe qui permet à ces nombreux cadres de prier pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. L'appréciation du franc congolais encore loin de produire des effets attendus sur le social de la population. Le pouvoir d'achat encore dépouillé, le transport en commun pris en otage par les opérateurs du secteur qui combattent les efforts du gouvernement par des tarifs fantaisistes. Le panier de la ménagère, lui, peine à réagir positivement. Le calvaire appelle à une action urgente des autorités nationales. Patrick Lecony pour le détail. Plus d'un mois déjà après la remontée de la monnaie nationale, le franc congolais face au dollar, la devise américaine. Cependant, le social de la population reste toujours soumis à rude preuve par le comportement de la gamme des acteurs censés agir pour inverser la tendance. Si le transport en commun est un champ où conducteurs et propriétaires de véhicules se comportent en Dieu le Père avec des tarifs exorbitants, tout comme le motard malgré la baisse du prix du litre à la pompe, il est à noter que des opérateurs économiques véreux continuent eux aussi à malmener le commun de mortels congolais. Le panier de la ménagère peine toujours à retrouver le sourire voulu. Il y a lieu de dénoncer la liberté de faire dans le secteur du transport en commun, une sorte de laisser-aller qui frise la complicité des autorités ayant leurs attributions dans ces domaines. Au niveau de la ville de Kinshasa, le pouvoir public ne renvoie pas des signaux forts dans le sens de mettre un terme à la loi du plus fort. Le spectacle est désolant. Les efforts de stabilisation de la monnaie nationale sont battus en brèche. Le pouvoir d'achat de la population malmené davantage. Il convient de souligner que dans cette allure, rien de salutaire ne sera au rendez-vous tant que les autorités de plusieurs secteurs ne travailleront surtout pas en synergie pour résoudre certaines urgences sociales liées au bien-être de la population, laquelle attend du gouvernement la mise en application du contrat social du président de la République
avec son peuple. Il est alors d'une nécessité impérieuse pour les autorités de placer la question du social de la population au top des soucis après l'appréciation du franc congolais. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kinshasa plongent plusieurs quartiers dans le chaos, routes endommagées, embouteillages et perturbations des activités quotidiennes. La capitale congolaise montre de plus en plus sa vulnérabilité face aux intempéries, malgré les travaux de réhabilitation de la voirie en cours. Ces déluges relancent des inquiétudes sur la gestion de l'entité, marquée notamment par l'insuffisance des infrastructures et à la montée des eaux en saison de pluie. Jemima Bitota. Inattendu. La forte pluie qui s'est abattue dans la matinée sur Kinshasa a bouleversé les quotidiens des Kinois. Pendant plusieurs heures, les rues ont été transformées en rivières, paralysant la circulation et mettant à nu les failles des infrastructures de la ville. Certaines chaussées, déjà fragilisées, ont cédé, provoquant les raffaissements. Du reste, un danger pour les usagers. Alors que la saison de pluie ne fait que commencer, cet événement sonne comme une alerte. Il met en lumière l'urgence pour les autorités urbaines de renforcer les infrastructures de base et d'adopter des mesures durables pour éviter que chaque pluie ne se transforme en une épreuve collective. À Kinshasa, l'eau se fait de plus en plus une denrée rare dans plusieurs municipalités, situation qui déplore les abonnés pointant du doigt la régie des eaux. À son tour, cette entreprise accuse les entreprises de construction commises à l'exécution de travaux de la voirie urbaine de Kinshasa d'endommager les conduites d'eau. Tony Nzolameso a fait la ronde de quelques chantiers et vous propose ces images. Suivez. Dénoncé il y a peu par le directeur général de la régie des eaux, Jean Bosco Mouaka, le dommage causé à des conduites d'eau par les entreprises commises à la réhabilitation de la voirie urbaine ont touché plus de 50 sites recensés. Cette situation, selon lui, est à la base des coupures d'eau dans plusieurs municipalités de la ville de Kinshasa. Mais sur le terrain, la réalité semble tout autre. À plusieurs endroits, la vétusté et le mauvais emplacement de plusieurs conduites d'eau de la régie des eaux ne favorisent pas l'avancement des travaux de construction des routes. À l'exemple du tronçon Pont-Capi-Victoire, au croisement des avenues Kassavo ou Impozo, où la lenteur se fait remarquer à cause d'une conduite d'eau majeure qui mouille sans arrêt cette artère, comme le démontre cet ouvrier. Cet incident, estime l'ingénieur Guilhem Moukassa, président national de la Fédération des ingénieurs géomètres et topographes de la RDC, met en évidence l'absence de coordination d'une part et d'autre part le respect des normes dans la planification urbaine. La responsabilité entre la régie des eaux et les entreprises de construction, c'est partagé. La régie des eaux, à son niveau, a droit à avoir un schéma d'addiction d'eau numérique de la ville de Kinshasa. À l'époque, on avait fait ce qu'on appelle le géoportail. Un géoportail qui est la gestion numérique d'un pays. Dans ces géoportails, nous avons créé les entités pour tous les ministères et les secteurs qui est vraiment attaché direct à la population. Aux sociétés de construction qui posent les actes dans nos routes, la difficulté à leur niveau, c'est qu'ils construisent sans pour autant passer par les études. Et ils viennent seulement parce qu'on fait les choses à la hâte. Du coup, ils s'imposent sur le terrain parce que nous voulons voir des résultats. Mais ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on demande à ce que nous puissions faire les études, il faut retourner à la source. Il y a donc urgence d'instaurer des normes techniques claires entre les entreprises commises à l'exécution des travaux publics, la régie des eaux et la SNEL, sans oublier l'administration urbaine. Pour finir, au-delà de nos frontières, réunis pour le 8e mandat consécutif, le président camerounais Paul Biya a prêté serment ce jeudi 6 novembre 2025 pour un nouveau mandat après son élection contestée par plusieurs formations de l'opposition politique et de joutes qui ont déclenché des manifestations violemment réprimées. Dans son discours devant les députés, personnalités politiques et corps diplomatiques, le chef de l'État camerounais a exprimé son vœu de rester loyal à son peuple au cours de ce mandat de 7 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres.
30e conférence de partis sur le changement climatique COP30, Félix Tshisekedi Tshilombo au Brésil, où se sont ouverts les travaux ce jeudi dans l'état de Belém. La République démocratique du Congo, pays solution, va faire entendre encore sa voix lors de ses assises de haute portée internationale. Le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté vient d'introduire dès l'édition 2026 de l'examen d'État l'anglais parmi les épreuves orales au même titre que le français. L'autorité justifie cette décision par l'exigence de la compétitivité sur le plan international. Et puis en Afrique, Cameroun, réélu pour un 8e mandat consécutif, on vient de le dire, Paul Biya a prêté serment ce jeudi. Le chef d'État camerounais a promis la loyauté à son peuple. Merci de votre attention soutenue. C'est déjà par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain, 19h30.